Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette session. Je suis docteur Adam Zakia, médecin de santé publique et en poste au programme national de lutte contre le sida, les hépatites virales et les VST au Togo. Le thème de notre panel est intitulé « Mieux comprendre les droits à l'accès aux soins de santé en matière de lutte contre le sida dans la dynamique des droits de l'homme en Afrique ». J'invite les panélistes à nous rejoindre sur le podium. J'ai nommé Madame Tessie Lustre, Monsieur Amoussou Damien et Monsieur Dokla Augustin. Veuillez les applaudir, s'il vous plaît. OK, merci d'être là. Madame Lustre Tessie est spécialiste genre et droits humains sur le projet Fonds mondial de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme à plan international Bénin. Merci de nous honorer de votre présence. Veuillez les acclamer, s'il vous plaît. Monsieur Amouzou Damien est coordonnateur national adjoint au secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le sida au Togo. Il capitalise une expérience de plus de 20 ans dans la lutte contre le VIH. Il dispose d'énormes expériences et expertises dans la gestion multisectorielle de la lutte. Il est membre du groupe thématique Prévention du VIH chez les jeunes et adolescents, et ce n'est pas fini. Il est expert sur les questions de droits humains et genre en lien avec les populations clés et il est également membre du CCM Togo. Merci de nous honorer par votre présence. Merci pour ce privilège. Enfin, nous avons M. Augustin Dokla, qui n'est plus à présenter. C'est le président du réseau des associations de personnes vivant avec le VIH au Togo. Sans doute, c'est une figure influente et engagée dans la lutte contre le VIH depuis plus de 25 ans. Il est reconnu pour son plaidoyer au plus haut niveau et à fort impact. Monsieur Augustin Dokla est également vice-président du CCM au Togo. Merci de nous honorer par votre présence. Merci d'être là. Chers honorables participants et distingués délégués, nous allons écouter les panélistes tour à tour et nous réserverons une plage de 10 minutes pour les questions à la fin. Comme vous le savez, les droits d'accès aux soins de santé en matière de lutte contre le sida incluent le droit à des soins de qualité sans discrimination, la protection de la vie privée et la confidentialité des données de santé. Les personnes vivant avec le VIH ne peuvent pas être traitées différemment ou se voir refuser des soins en raison de leur statut sérologique. Ce droit s'applique à tous les aspects des soins, y compris le diagnostic, le traitement et l'accompagnement. Monsieur Damien Amouzou, vous êtes coordonnateur adjoint du CNLS. Quel regard portez-vous sur cette question de droit à la santé en matière de lutte contre le VIH-Sida? Vous avez la parole. Merci, docteur, pour cette session que vous modérez. Bonjour, chers collègues. J'ai été déjà présenté. Donc, je n'ai pas assez de temps. Vous savez que les questions de droits humains surtout, et surtout lorsqu'il s'agit des questions ou de la problématique du VIH, est un domaine très vaste. Les droits humains sont fondamentaux, surtout en matière de VIH. Et lorsqu'on se réfère aux différentes directives de l'ONU-SIDA,
parce que quand nous parlons de droit, nous parlons de stigmatisation, de discrimination, qui sont des éléments qui constituent des obstacles majeurs pour la réussite et l'efficacité de la riposte au VIH dans notre contrée, je veux dire en Afrique, pour ne pas dire dans le monde. Alors, quand on parle il faut voir le droit à la santé comme une justice, un impératif de justice sociale. D'abord, notamment en termes d'accès aux soins, d'une part, et en termes d'évolution scientifique, en ce sens que toutes les intelligences sont mobilisées pour faire en sorte que, justement, toutes les personnes vivant avec le VIH soient effectivement soignées comme cela se doit et indépendamment de leur statut. Et lorsque nous parlons également de regard, il faut jeter un coup d'œil sur la stigmatisation et la discrimination, qui, comme je le disais, sont des fléaux majeurs de la lutte contre le sida. Il faut parler des inégalités sociales et économiques qui sont justement liées au VIH, parce que lorsque ces personnes se retrouvent confrontées à ce genre de situation, il est indéniable que justement ils puissent bénéficier à un certain nombre de choses. Et nous voyons également en termes de regard les lois punitives. Il y a des lois punitives dans un certain nombre de pays, notamment aussi chez moi, qui constituent des obstacles majeurs en matière de lutte contre le VIH. Et je crois que ces lois doivent pouvoir essayer de les surmonter pour essayer de répondre aux objectifs de l'ONU-SIDA et pour ne pas dire aux objectifs nationaux du pays. L'autre regard porte sur le rôle crucial des communautés en termes de droits civiques. C'est en termes de participation et de responsabilité, parce que lorsque ces communautés ne sont pas impliquées justement dans les prises de décision, cela pose un certain nombre de problèmes liés à leurs droits. Il y a aussi la participation à la prise de décision. Il faudra forcément les associer dans la prise de décision concernant leur état de santé. Ça aussi, ce sont des éléments de droit, parce qu'on ne peut pas décider à leur place sans qu'il n'ait un mot à dire. Ok, merci à M. Damien Amouzou. Nous voyons très bien que beaucoup d'efforts sont faits et en tant que structure multisectorielle, vous mobilisez vraiment des ressources pour éliminer ces obstacles liés aux droits humains. Quels sont les mécanismes que vous mettez en place dans la riposte multisectorielle? En termes de mécanismes mis en place, au niveau du Togo, il faut d'abord parler de l'instance de coordination de lutte contre le sida, qui est une instance multisectorielle et qui permet de retrouver justement toutes les parties prenantes, y compris les partenaires, au sein de cette instance-là. C'est une instance qui est une instance de décision et qui permet justement d'avoir un regard, j'allais dire, global sur la lutte contre le sida. En dehors de cet aspect de multisectorialité, il faut également évoquer la participation ou l'accompagnement des partenaires dans la lutte contre le sida, notamment en matière de droits humains. Et c'est là où nous voyons un peu la dynamique des partenaires du système des Nations Unies, notamment le PNUD, qui accompagne le ministère de la Justice pour nous permettre justement de réguler justement ces aspects liés aux droits pour les personnes vivant avec le VIH. On parlera également de la mise en place d'un observatoire, ce qui est très capital. Il a été mis en place un observatoire, mais un observatoire qui est piloté par la société civile, notamment par RAS+, pour nous permettre de documenter les cas, justement, de droits liés au VIH. Nous avons le plan stratégique qui a dédié un axe exclusivement pour les questions de droits humains. Donc, ce sont les éléments, ce sont un certain nombre de mécanismes qui ont été mis en place pour permettre au Togo, justement, d'avancer dans cette lutte contre
les questions de droits humains. Merci beaucoup. Donc, nous voyons très bien que la société civile est bien impliquée et veille à la documentation des cas. Madame Lustre Tessi, vous représentez ici à la fois les PTF et une ONG internationale. Quelles sont les dispositions complémentaires que pour pouvoir mettre en œuvre des interventions de façon synergique à la partie nationale? Okay. Merci beaucoup, Dr. Adam. Toujours dans la même lignée que ce que fait déjà le Togo et que nous implémentons également au Bénin, nous allons ajouter qu'il faut saluer un leadership politique au Bénin qui consiste à l'adoption de tests de plus en plus inclusifs pour garantir la protection et le respect des droits humains. Parce que chez nous, nous donnons du prix au respect des droits humains, notamment le droit à la santé, pour pouvoir atteindre notre objectif qui est la riposte au VIH à travers le respect des piliers fondamentaux de l'accès aux droits à la santé que sont l'accessibilité, l'acceptabilité, la qualité et la disponibilité. Et d'ailleurs, c'est dans ce sens que sous le leadership du PSLS, il y a la révision de la loi sur le VIH qui est pratiquement terminée et qui est actuellement au Parlement pour son adoption. Il y a également, en plus de cette activité de révision de la loi, beaucoup d'autres lois inclusives qui sont prises au Bénin. Il y a également une volonté de mise en place d'une stratégie intégrée de droits humains et de santé, notamment la promotion de la santé communautaire et de la mise en place de services juridiques dans les centres de santé pour accompagner les utilisateurs, les bénéficiaires des services de santé dans la réalisation de leurs droits en cas de violation. Nous avons également au Bénin un activisme assez prononcé des OSC à travers la plateforme des OSC Santé publique qui se sont réunis, au sein duquel nous avons l'Observatoire de veille pour la mise en œuvre et le respect des droits humains, notamment le droit à la santé pour les populations vulnérables que nous accompagnons. OK, merci beaucoup. J'imagine que les difficultés de mise en œuvre n'en manquent pas. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, en termes de difficultés, à l'entame de sa présentation, le coordonnateur l'a dit, il y a la stigmatisation et la discrimination qui freinent un peu les activités mises en place, mais nous travaillons quand même à sensibiliser la population ainsi que les prestataires de services pour l'offre des soins non stigmatisants, pour comprendre le défi et les enjeux auxquels sont confrontées les populations que nous accompagnons. Nous avons également les difficultés socio-culturelles et également les difficultés juridiques, notamment les lois punitives, où des gaps sont à combler par rapport aux spécificités des cibles pour la mise en place de tests de protection de la personne humaine pour la réalisation des droits à l'accès aux soins de santé. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous voyons que les difficultés n'en manquent pas, mais je suis persuadé que les solutions existent. Monsieur Augustin, la contribution des organisations de la société civile dans la lutte contre le VIH est inestimable. Ce n'est plus à démontrer aujourd'hui. Selon vous, la discrimination et la stigmatisation persistent malgré les avancées et progrès obtenus? Merci, madame, pour cette belle question. J'ai souri un peu avant de répondre à cela. Est-ce que nous, les communautés, nous avons des droits? L'institutionnel a apporté des éléments de réponse. Ce qu'ils font ou ce que nous faisons ensemble. Un des partenaires clés au niveau du Bénin également, qui est aussi un acteur important sur des interventions
à base communautaire sur le Fonds mondial également. Jonathan Mann, en 1988, lui disait, si on arrivait à extirper la stigmatisation et la discrimination, cette lutte serait déjà gagnée. Jonathan Mann également était le responsable de l'OMS dans le temps, et qui aussi disait la stigmatisation et la discrimination sont une autre épidémie dans cette épidémie. Vous conviendrez avec moi, le coronavirus, il est venu, il a fait son show en 2 ans, il est parti d'une manière ou d'une autre. Bien sûr, il circule sous d'autres formes pour nous rappeler cette crise de grippe généralisée partout qui ne veut pas dire son nom. Alors, si on arrivait à extirper la stigmatisation et la discrimination, vous êtes d'accord que cette lutte est déjà gagnée? Comment est-ce que nous pouvons comprendre que même entre nous, personnes vivant avec le VIH-Sida, il y a la stigmatisation? Je veux vous amener dans une autre dimension. Si même entre les personnes qui vivent avec le VIH, il y a la stigmatisation, qu'est-ce qu'on va reprocher à ceux qui ne vivent pas avec ou à ceux qui n'y croient même pas du tout? Alors, malheureusement, madame, la question elle est oui. La stigmatisation existe dans tous les segments de notre société. Et au niveau de l'Observatoire droits humains VIH que j'ai le privilège de diriger pour un temps encore, elle est présente dans la famille. Chez moi, il y avait une famille de 4 personnes. Les 2 parents vivent avec le VIH. Ces personnes ne sont pas dans une villa ou dans une maison composée de plusieurs pièces. Ces personnes-là, cette famille de 6, composée de 6 personnes, vivent dans une seule pièce, 3 mètres sur 4. Le papa se cache pour prendre les ARV, la maman se cache pour prendre les ARV. Vous conviendrez avec moi que si les 2, dans une situation, se retrouvent, on ne prendra pas les médicaments. Chez moi, dans un village vers la frontière du Burkina, un enfant est décédé du VIH. La famille a refusé de l'enterrer, qu'on ne peut pas l'enterrer dans leur cimetière. Nous avons documenté ces cas-là. Alors, la stigmatisation existe au sein de la famille, au sein de la communauté immédiate autour de la personne vivant avec le VIH, en milieu du travail, en milieu religieux. Certains pasteurs, malheureusement, continuent à refuser de nous célébrer le mariage. Et dans mes activités, je leur dis, ce n'est pas vous qui célébrez notre mariage. La femme et l'homme se sont vus quelque part, se sont aimés, et sont dans une religion, et ils sont venus pour que vous puissiez les bénir selon le pouvoir que vous avez reçu de votre Dieu ou de notre Dieu. Ce n'est pas vous qui les mariez. Si les 2, en connaissance de cause, la stigmatisation se retrouve en milieu de soins. Votre question, elle est importante, c'est pourquoi je prends un peu plus de temps, mais je vais en arriver. La stigmatisation est en milieu de soins. Les médecins, certaines, continuent pas à porter plusieurs gants avant de nous accoucher. Les sages-femmes aussi, plusieurs gants. Nous ne sommes pas des individus, mais nous sommes que des chiffres sur leur papier. Nous sommes des PTME.
nous sommes des terrains, nous sommes des gants longs, nous sommes quoi? Nous sommes des cas. Est-ce que vous voyez la stigmatisation? Malheureusement, Dr. Adam, elle est présente dans tous les segments de nos sociétés et hypothèque dangereusement la lutte contre cette infection. La stigmatisation également se passe dans les groupes les plus exposés. Pour finir, nos jeunes, les adolescents, nous les stigmatisons, nous les discriminons. Aujourd'hui, vous allez voir l'augmentation dangereuse d'autostigmatisation qui sont véritablement en hausse. C'est une petite question. Je voudrais prendre 1 heure de temps pour y répondre, mais je vais te laisser pour que tu ne perds pas ta main là-bas. Merci, docteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Augustin Docla pour ce développement qui nous conscientise tous. Et la stigmatisation est belle et bien réelle, aussi bien en milieu de soins que dans la communauté. Malheureusement, nous sommes dans un contexte de rareté de ressources et on se demande si on peut toujours rester optimiste pour développer des actions en vue de réduire cette stigmatisation dont vous parlez. Qu'en pensez-vous? Est-ce que nous avons le choix? Nous sommes obligés de rester optimistes. Nous n'avons pas le loisir de ne pas être optimistes. Nous devons rester optimistes. Mais nous devons également, ce monde-là ne souffre pas de manque de financement. Non. Ce monde-là ne souffre pas de manque de financement. Souffre de quoi? De la méchanceté humaine, c'est tout. Ce n'est que ça. Il n'y a plus autre mot à utiliser. Les gens prennent des milliards pour faire 3 secondes dans l'espace. À côté de ceux qui prennent des milliards pour aller passer 3 secondes dans l'espace, il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger. Je prends 10 millions de dollars pour aller passer 3 jours dans les... Pas 3 jours, 3 secondes dans l'espace. Je prends 300 millions de francs et de dollars pour fabriquer les missiles Tomahawk. Et on lance, mais on a des milliers. Les firmes pharmaceutiques font des milliards de bénéfices sur nous. Ça, c'est une autre mafia. Le monde souffre de manque de solidarité. Le monde souffre de manque de l'humanisme. Alors, la seule chose qui nous reste, il ne faut pas nous la retirer. On doit y croire, on doit espérer. Parce que nous n'avons pas la force d'avoir ces financements-là. Mais en même temps, comme nous sommes en Afrique, dans tous nos pays, les fonds pour la lutte contre ces 3 maladies, VIH, tuberculose, hépatite, et aujourd'hui, c'est à plus de 80% financé de l'extérieur. Du moins sur le Togo que je maîtrise bien. 84. 84% des financements nous viennent de l'extérieur. Si quelqu'un touche quelque part là, je m'enterre. Ça appelle une prise de conscience. Si aujourd'hui, je dois encore attendre mon traitement qui marche super bien, que ça va venir par un bateau ou par un avion, mais l'Afrique, mais il y a des éminents professeurs. Quelle est cette volonté politique là aussi à pouvoir quand même faire beaucoup de choses ici? Covid ne nous a pas enseigné grand-chose malheureusement. Oui, c'est pourquoi il me faut 1 heure de temps
mais en même temps, nous espérons. Mais ce que je veux mettre des mots sur des faits. Avant qu'on ne puisse se lancer dans les mots, avec votre permission, je vais inviter 2 jeunes là, ils vont venir s'asseoir avec moi, votre permission, et on fait le truc là, ils ont un message à vous dire. Merci beaucoup, docteur Adam. Ok, merci. On va les écouter. Vous pouvez continuer d'abord, hein. Après, une fois qu'ils ont fait le mot, ils vont prendre la parole pour vous dire une chose. En 3 secondes, s'il vous plaît. Ils interviennent à la fin ou c'est tout de suite? Oui, oui, à la fin, si Oui, vous voulez. oui, je Pour que préfère vous que ce soit à la gardiez fin. cela pour partir. D'accord, ce sera Merci. à la fin. Oui. Ce sera à la fin. Donc, merci beaucoup à Augustin Doukla pour nous avoir conscientisés. C'est un cri de cœur et nous espérons que ce cri est vraiment pris à cœur et qui sera entendu par les personnes les plus syndiquées. Nous sommes à présent à la phase de questions-réponses ou des commentaires. Donc, le micro est ouvert pour le public. On avait prévu 10 minutes, mais on sera obligé de prendre 2-3 questions maximum et aller vers le mot de fin. Il y a aussi le mot des jeunes, d'accord? Ils nous ont fait une belle surprise, c'est bien. Oui, madame, il y a quelqu'un pour balader le micro? Merci beaucoup. Merci, Madame la modératrice. Je suis de la Côte d'Ivoire et je suis chargée de la santé communautaire dans le ministère en charge de la santé en Côte d'Ivoire. J'ai bien aimé les échanges que nous avons eus. Je remercie tous les panélistes pour les informations très importantes qu'ils nous ont partagées. Je voudrais juste intervenir sur le problème de la stigmatisation et qui est aussi en lien avec l'accès aux soins de santé. Pour moi, je pense que depuis longtemps, on a stigmatisé la prise en charge du VIH dans nos pays africains. Depuis le dépistage, la mobilisation des ressources, l'implication des acteurs au niveau stratégique et au niveau local, et aussi également, surtout les questions, on va dire, d'échange. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir presque une semaine pour discuter sur les questions du VIH et du sida. Et là, ce qui est important, c'est vraiment de faire appel à l'intégration des interventions, de faire appel à l'intégration des financements, de faire appel surtout à des réflexions pertinentes sur comment s'appuyer sur nos ressources en tant qu'Africains pour aller de l'avant. Et la question de stigmatisation dépend à un premier lieu, on va dire, des questions psychologiques, des relations humaines, dont mon frère a si bien décrit, qui ne dépend pas en premier lieu du financement. Et donc, comment on fait pour que quand quelqu'un qui a le VIH ou bien qui est dit personne vivant avec le VIH rentre dans un centre de santé et qui ne se dirige pas forcément dans un service exclusivement lié au VIH? Et cela, je vais dire, la stigmatisation, c'est vraiment des deux côtés. C'est vrai qu'on dit la famille rejette, les amis rejettent, mais aussi ce sont des êtres humains qui sont aussi impactés, mais qui ne sont pas, je vais dire, cette question n'est pas toujours prise en compte parce qu'on voit du côté PVVIH. Donc moi, ce que je voulais dire pour finir, il faut qu'on travaille sur l'intégration de nos ressources humaines, ressources financières, ressources matérielles, tout ça au niveau local. Même les ressources spirituelles, les ressources temporelles. Et ça va nous permettre d'aller de l'avant. Et donc, pour moi, si on finit ces genres de panels et de discussions scientifiques, il est bon qu'on puisse retenir 1 ou 2 points. Et dans nos différents pays, nous verrons comment continuer la lutte et être plus résilients. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Il y a un prochain intervenant. Il faut amener le micro là. Vous voulez intervenir? Non, monsieur? Oui, amenez le micro là. Merci. Kossi Angelo Atissono, je suis médecin infectiologue au Bénin. Je voudrais remercier les panélistes pour leur brillant exposé. Et j'ai écouté religieusement mon ami du Togo qui a fait des interventions qui interpellent nous tous, qui interpellent tout un chacun de nous. Et il a parlé de la stigmatisation. Mais je voudrais attirer son attention sur un aspect de la stigmatisation qui détruit aussi les personnes vivant avec le VIH. Je vais nommer l'autostigmatisation. Alors, l'autostigmatisation, moi, j'ai pris au moins 3 ans pour pouvoir combattre ça dans mon unité. Parce que moi, on m'a affecté dans un hôpital où, dès que je suis arrivé, tout le monde savait presque là où restaient les personnes vivant avec le VIH pour pouvoir aller en consultation et aller aux les médicaments. Ça a été une lutte contre eux-mêmes pour leur faire comprendre qu'ils n'ont aucun intérêt à se cacher sous un escalier où que tout le monde sait ce qu'ils sont là. Et le dispositif que j'ai mis en place permettait en réalité qu'ils se mélangent à tous ceux qui sont venus en consultation le même jour et qui doivent être reçus par au moins 5 spécialistes différents. Donc, personne ne connaît personne. Mais il a fallu plus de 3 ans avant qu'ils ne comprennent que venant et s'asseyant sur les bancs, se mélangeant à ceux qui iront voir l'hépatogastro, ceux qui iront voir l'endocrino, ceux qui iront voir même la psychiatrie, tout ça, que ça n'enlève rien à leur statut et que ça permet de ne pas les stigmatiser, de ne pas les discriminer. Donc, il y a encore aujourd'hui un fort taux d'autostigmatisation, la peur du regard des autres alors que les autres ne te connaissent pas, la peur du visage des autres alors que les autres n'identifient pas. Donc ça aussi, il faut travailler sur les réseaux pour que les gens savent que non, aujourd'hui, il y a très peu de gens qui pensent même au sida. C'est ceux qui sont concernés qui continuent à penser au sida. Et arrêtons l'autostigmatisation et je suis sûr que ces patients vivront encore beaucoup mieux. Okay, merci, c'est un levier important sur lequel nous devons vraiment agir. Nous allons malheureusement prendre une dernière question. Oui. Merci beaucoup, et Dr. Adam. Dr. Sourakatou, je suis du Bénin, je suis le directeur national de la santé publique. Je ne vais pas revenir sur ce que le prédécesseur vient de dire. Et la dernière phrase, on pense de moins en moins, même au niveau donc des soins, à ceux qui sont là et qui sont même porteurs même du VIH. C'est beaucoup plus les concernés qui s'écartent au niveau donc des structures sanitaires. Travaillons dans ce sens et vous allez voir que de ce côté-là, on aurait fait un gain. Deuxième élément, je voudrais que notre ami nous décrive, parce que tel que peint, est-ce que on n'a pas fait du chemin ou bien nous sommes restés stationnaires? Je voudrais vraiment également qu'on fasse également ce chemin. Parce que si je sais qu'il a fait du chemin avec des gens. Il y a 10 ans, c'était quoi? Aujourd'hui, c'est quoi? Quels sont les derniers chantiers qui restent? On aura à y gagner. Mais à peine tout en noir, tout ce qui est fait, je pense que ça ne nous va pas donc nous permettre d'avancer. Merci. Merci. J'espère qu'il pourra prendre ça en compte dans son mot de fin. Donc, il va prendre cela en compte dans son mot de fin. Nous allons laisser la parole d'abord aux jeunes. Ensuite, les panélistes vont nous donner chacun un dernier mot et nous allons clôturer la session. Voilà. À vous, les jeunes. Merci beaucoup, Madame la responsable PNLS du Togo. Nous, enfants jeunes, enfants vivants avec le VIH, nous avons les mêmes droits que les autres. Et nos droits sont des droits humains. Et ils ne sont optionnels ni négociables. Il faudra que nous
nous agissons ensemble pour pouvoir lutter contre cette discrimination, cette stigmatisation. Et pour finir, j'aimerais vous dire que nous sommes là, nous existons, ne nous oubliez pas, nous vous faisons appel, écoutez-nous s'il vous plaît. Merci. Vous êtes prioritaire. D'accord? Nous allons le rappeler. Merci. Merci, Madame, pour la parole accordée. C'est avec le cœur lourd que je prends la parole pour mes pairs. Nous, enfants, adolescents et jeunes vivant avec le VIH, voulons rappeler que nous avons des droits. Le droit à la santé, à la dignité et à la vie. Et nous ne voulons pas que les réductions de financement compromettent notre santé. Décideurs, nous croyons en votre engagement des droits humains. Alors, écoutez-nous, respectez nos droits, s'il vous plaît. Soyez rassurés, soyez rassurés. Il y a toute une mobilisation aussi bien au niveau des pays qu'au niveau mondial sur la question pédiatrique. Oui, le mot de fin, on va commencer par vous. Augustin, D'accord, oui. allez-y. Oui, docteur, merci. Merci pour cela. C'est 2 minutes, hein, s'il te plaît. Oui, oui, beaucoup de chemin a été fait. Des choses extraordinaires. Le Togo a voté sa première loi portant protection des personnes en matière du VIH. Mon organisation est initiatrice de cette loi 2003 que nous avons initiée. C'est en 2005. Ça a été validé, promulgué par le chef de l'État et c'était aussi une première dans notre sous-région à partir de la loi type de N'Djamena et après révisé en 2010. C'est extraordinaire. Nous avons depuis 4 ans, 5 ans, un plan d'action droits humains, VIH et genre, et les VBG également budgétisés et aussi qui font leur chemin. L'observatoire que j'ai mis en place il y a 13 ans également documente chaque année les cas de stigmatisation et les cas sont en dégression. Et c'est aussi des choses. Mais la chose auquel nous sommes aussi confrontés rapidement, c'est l'accès à la justice. C'est extrêmement difficile également, mais nous y travaillons avec les partenaires locaux. Mais malheureusement, l'autostigmatisation a commencé par être en hausse. J'ai la chance d'avoir plusieurs médecins dans cette salle. La plupart de vos collègues ne viennent pas chez vous pour se soigner. Je ne sais pas si vous êtes au CNHU. Toutes les PVVH personnels ne se soignent pas au CNHU. Ils vont à Boïcon, ils vont à Porto-Novo, ils vont à Paracourt pour aller se soigner. Même pour les IST. Alors, merci pour l'opportunité que vous nous donnez. Merci pour ce travail. Je reste convaincu, après 35 ans de vie avec ce foutu virus, oui, c'est un virus qui pourrit énormément la vie. Mais en même temps, je suis là. Nous avons un contrat. Je vais mourir avec. Il me laisse tranquille, je le laisse tranquille. Sinon, nous deux, nous allons partir. Malheureusement pour lui. Alors, c'est très important. Les questions des droits humains, il y a du chemin qui est fait. Et ce n'est pas aussi un chemin statique. Des fois, c'est de haut et de bas. Il faut qu'on maintienne le cap, qu'on y travaille chacun avec cette sincérité, avec les financements, et nous pensons que nous allons y arriver. Merci beaucoup. Okay, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on va l'applaudir, s'il vous plaît. Merci beaucoup à Augustin. Votre mot de fin? Merci beaucoup, docteur Adam. Donc, je dirais simplement que nous continuons toujours de travailler pour la réalisation des droits humains pour tous sans distinction et que pour atteindre notre objectif qui est l'élimination du VIH, nous devrions travailler à intégrer les questions de droits humains dans les politiques de santé. Merci. Merci. Monsieur Damien Amouzou, votre mot de fin? Ok, merci, docteur. Je voudrais, au regard de ce qui a été dit par les jeunes, Monsieur Dokla, Madame Tessi, dire que l'espoir est encore permis. Pour arriver là où nous en sommes aujourd'hui, je crois qu'il faut se féliciter.
et ne pas baisser la garde. Et je crois que c'est ensemble qu'on devra faire en sorte qu'effectivement, d'ici 2030, on ne parle plus du sida. Merci. Merci. OK, merci. Mesdames et messieurs, chers participants et distingués délégués, cette session nous a permis de poser les bases d'une réflexion collective sur les droits à l'accès aux soins de santé en matière de lutte contre le sida en Afrique. Nous avons vu que les dispositifs sont mis en place en vue d'éliminer les obstacles liés aux droits humains dans les programmes de prévention, de dépistage et de traitement avec une implication très significative des communautaires. Les obstacles à l'accès aux soins sont bien réels. Toutefois, des solutions existent à travers la collaboration intersectorielle et surtout l'écoute des jeunes et des communautés. Ensemble, nous pouvons bâtir un système de santé plus inclusif, plus innovant et plus résilient. Merci à tous pour votre engagement. Encourageons les jeunes, s'il vous plaît, sous vos acclamations. Donc, c'est des messages très stratégiques, très importants et qui nous amènent à beaucoup réfléchir et qui nous conscientisent également pour des perspectives à venir. Merci à vous les jeunes. Merci, merci, merci et à très bientôt. Merci. On va les accompagner, s'il vous plaît, sous vos acclamations, on va les accompagner. Encourageons-les sous vos acclamations. Merci beaucoup.